Bonjour à tous, ici Guillaume, alias Mister Panda, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Passionable. Pour ceux qui découvrent ce podcast, j'invite un lundi sur deux un passionné à nous parler de sa passion justement. De l'art en passant par le sport, les voyages, les sciences, les collections, il y a une multitude de passions à découvrir et autant de personnes passionnées pour nous en parler. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emile Oxburger qui va nous parler de sa passion pour la montagne, pour le sport et donc les sports de montagne. J'ai rencontré Emile il y a longtemps à l'époque où je faisais de l'animation. C'était déjà quelqu'un qui tenait pas en place, toujours à avoir des idées dans tous les sens et surtout à se dépenser à fond. Sur Instagram, je voyais déjà ses publications sport et montagne et en le revoyant récemment, j'ai tout de suite pensé à lui pour un épisode de Passionable. Aujourd'hui, il est en études d'ingénieur en gestion de la nature et il passe toujours autant de temps en montagne. Avec Emile, on a parlé de trail, de ski rando, d'alpinisme, de ski alpin, bref, de beaucoup de sports. On a aussi parlé photographie, nature et du succès des photospots sur Instagram. Emile présente ses activités avec beaucoup d'humilité et de réalisme et j'espère que vous allez autant apprécier que moi cette plongée dans l'univers des sports de montagne. Je vous laisse maintenant découvrir l'entretien avec Emile. Bonjour Emile. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. Si on oublie que aujourd'hui précisément j'ai craché mon drone, mais ça va bien. Très bien, il balance des anecdotes dès le début. Je sens qu'on va y revenir à cette histoire. Oui. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler sport en montagne principalement, même si tu es un homme aux multiples talents. Est-ce que tu peux nous lister déjà, histoire qu'on se fasse une petite idée pour nos auditeurs, de tout ce que tu fais comme sport de montagne ? Alors, bien sûr, je fais du trail puisque je fais de la course à pied à la base. C'est mon sport un peu de prédilection, on va dire. Je fais du ski alpin depuis que je suis tout petit. Je fais du ski de randonnée maintenant depuis quelques années. Je me suis mis récemment au skating. Et puis je fais beaucoup de rando bien sûr. Et un peu d'alpinisme, surtout glaciaire et mixte. Pas trop rocheux. Voilà. Ok, donc là en plus t'as sorti une longue liste, il y a plein de trucs que les gens vont pas forcément connaître. Donc on va peut-être parler du trail, ce qui est ce que tu fais depuis plus longtemps. Je sais que depuis que je te connais, je t'ai vu faire des courses dans tous les sens, accrocher des places même. Pourquoi c'est celui-ci qui t'attire le plus dans toute cette liste, même si ça a changé au fur et à mesure des années, pourquoi celui-ci plus que les autres ? C'est simplement que je fais de la course à pied depuis que j'ai 6 ans. Depuis mes 6 ans, j'ai une licence. Ouais. Et je dirais que quand t'es jeune et puis que t'as pas de permis pour te déplacer, que t'as pas forcément de collègues avec qui faire des choses, le trail en fait c'est ce qui est le plus accessible. En tout cas quand t'as une montagne à côté, ce qui est mon cas, puisque j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc en fait je dirais que c'est plus, oui bien sûr, c'est avant tout une histoire de contrainte logistique en fait. Mais tu vois le trail finalement c'est pas ce que je préfère, hein. Tu vois, même sur route d'ailleurs, je pense que j'aurais plus de plaisir à faire un 5 km sur route, tu vois, c'est vite plié, qu'un trail par exemple. Ouais, c'est clair. Ok. Ouais, donc c'est juste à force de pratiquer, il y avait de la disponibilité parce que du coup t'habites près des Alpes, hein, pour ceux qui savent pas. Je pense quand on fait de la course à pied puis que on habite pas loin des sommets, ou en tout cas qu'on est dans un milieu campagnard si ce n'est montagnard, le trail c'est quelque chose qui arrive naturellement quoi. Ouais, j'imagine. Et du coup ensuite le ski avec ta famille, j'imagine, qui a été fait ensuite comme ça, puis après quand t'as commencé à avoir des moyens, la voiture, le permis, à passer à des sports un peu plus dépendants des transports et des endroits où tu les fais. Voilà, et du coup forcément un peu plus sauvage et reculé quoi. Ok. Et pourquoi, alors, à part on a compris la géographie, t'es juste à côté, pourquoi tant que ça la montagne, qu'est-ce qui t'a fait aimer la montagne ? Est-ce que c'est depuis que t'es tout petit ? Est-ce que des gens t'ont poussé à le faire et du coup tu t'es dit ok, je suis devenu amoureux de la montagne et tout ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Alors ça dépend de quels aspects de la montagne tu parles, tu vois, si tu parles du ski alpin, je suis né un peu sur les skis quoi. Et ça forcément j'ai toujours aimé, enfin je pense que la glisse de toute façon de manière générale, quand t'arrives à bien faire, personne n'aime pas ça quoi, enfin, ou alors ce sont des gens qui sont pas très sensés, en tout cas ce qui est pas vrai, je suis pas très sensé, mais en tout cas pour ce point là y a pas trop de problème. Après c'est vrai que la randonnée, tu vois, quand mes parents ils m'emmenaient faire de la randonnée en été principalement quand j'étais plus jeune, ça me gavait un peu. Ouais. Parce que finalement quand t'es gamin, je pense que t'as du mal, tu sais, t'es très peu patient.
Et je pense que C'est la clair. montagne, c'est quelque chose qui se mérite énormément. T'as pas ce truc, tu vois, de je vis l'instant présent, je mérite mon sommet, tu vois, quand t'es gamin. Et ça me saoulait un peu. Et en fait, ce que je préférais pendant la rando, c'était courir dans la descente. Ce qui aujourd'hui est plus trop mon cas, puisque avec le poids et les années, forcément, dans la descente, on essaye de se ménager un maximum. Tu m'étonnes. Ouais, je vois bien de quoi tu parles. Voilà. Les genoux. Les genoux, toujours. Ok, c'est cool. Et du coup, est-ce que tu as une idée de comment tu as changé de sport au fur et à mesure? Puisque, bon, aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, donc on en parlera plus tard, mais que tu partages sur tes réseaux et sur Internet, c'est plus l'alpinisme et la glisse. Je parle de ski, etc. Comment il y a eu cette étape de monter au fur et à mesure, même en altitude, puisque au fur et à mesure de tes moyens, tu t'es mis à aller au sommet, au sens propre du terme? Bah, c'est toujours une question de logistique, hein, je dirais. Puis forcément, euh, plus t'as de la maîtrise, on va dire, dans ton environnement, plus t'as envie de pousser tes propres limites, tu vois, de toujours les repousser un peu plus loin. Il y a peut-être un peu d'ego là-dedans, tu vois. Il y avait une période, justement, c'est marrant parce que j'en parlais aujourd'hui. Il y a une période, tu vois, où avant de faire un sommet, je regardais juste les altitudes en fait. Ouais. Et puis je m'en foutais de où c'était ou quoi. Tout ce qu'il fallait, c'était que ce soit très haut, tu vois. Tout ce qui était en dessous de 2500 mètres, ça n'avait aucun intérêt. Alors heureusement, aujourd'hui, j'ai un peu changé ma vision des choses. Ouais. Tu t'es assagi. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup un amour du défi, tu vois. Et puis de faire quelque chose aussi qui est pas commun. Parce que c'est quand même des environnements assez hostiles. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est ça qui attire le plus, parce que je pense que l'hostile, tu vois, c'est très esthétique. Finalement, c'est clair. Une photo, tu vois, de quelqu'un, je te prends l'exemple de la photo parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Mais tu vois, la photo, moi, de quelqu'un qui s'épanouit dans des champs de tournesol, c'est joli, hein, mais ça me touche pas énormément, tu vois. Alors que quelqu'un qui est au-dessus du vide, ou alors un énorme orage, tu vois, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus, quoi. C'est vivant, on va dire. Oui, et puis c'est aussi cette sensation que tu fasses quelque chose d'unique. Enfin, vous n'êtes pas 10 000 à avoir eu la même photo, quoi. C'est ça, plus... Ouais, c'est clair, il y a vraiment un côté un peu... je pense que c'est une manière de se démarquer. Peut-être qu'on se l'avoue pas forcément, mais je pense qu'il y a un peu ce côté de se dire... je fais pas tout ce que tout le monde fait, quoi. Oui, il y a l'ego qui prend en compte, peut dire j'ai réussi à faire ça, j'en connais peu qui font ça, et puis quand t'en parles, les gens sont, j'imagine, assez impressionnés de ce que t'arrives à faire, donc... Après, moi, franchement, je pense pas le faire pour ça, tu vois. Je pense que inconsciemment, au minimum, il y a une part de moi, tu vois, et de la plupart des gens qui font ce genre de choses, comme les gens qui font de la muscu, tu vois, tout ce qui est autodiscipline et tout. Enfin, je veux dire, tu sais que t'as cette assurance de pas rester dans le canapé, quoi. Et je pense que ça, en fait, il y a pas que la montagne, tu vois, qui offre ça, tu vois. Je pense que tous les sports en général, ils offrent ce genre de satisfaction, on va dire, quoi. Mais c'est pas forcément malsain, tu vois. C'est pas forcément pour se comparer aux autres, mais c'est avant tout pour c'est une victoire au quotidienne sur soi, quoi, je dirais, tu vois. Ouais, pour se dépasser soi-même. Voilà, parce que faut bien se rendre compte que quand tu te lèves à 4h du matin pour être assez tôt pour pas avoir de la neige transformée par le soleil, à 4h du matin, tu te dis bien pourquoi je fais ça, quoi. Cette part de... En fait, c'est tout pour la récompense de la fin, hein, j'imagine, de toute façon. Ouais. Plus le défi. Ouais, je saurais pas comment le dire. Parce que tu vois, souvent, en tout cas sur des courses assez hautes, tu vois, par exemple en alpinisme, bon, je suis pas un expert d'alpinisme non plus, tu vois, mais j'ai quelques courses maintenant. Franchement, il y a eu des fois où je me suis vraiment dit, tu vois, la première fois, par exemple, ma première course, c'était le Mont Blanc. Alors, je déconseille à tout le monde de faire le Mont Blanc en première course. C'est une mauvaise idée. On a besoin d'expérience et je n'avais pas cette expérience, mais c'était une opportunité sur laquelle j'ai foncé parce que j'étais un peu trop un fonceur tête brûlée à l'époque. Peut-être que je le suis encore un peu ou pas, je sais pas. Quoi qu'il en soit, tu vois, pendant le Mont Blanc, je me suis tapé ce qu'on appelle un MAM, donc c'est un mal aigu des montagnes. Oui, c'est une sorte de mal de mer, si j'ai compris, c'est ça? En plus aigu. Oh, c'est en fait avec le manque d'oxygène puis les différentiels de pression, tu vois, t'as mal au ventre, tu digères pas, t'es faible, t'es extrêmement faible, alors que tu vois, t'es pas essoufflé. Tu vois, t'as pas t'as cette sensation en mode je suis pas bien parce que je fais du sport. C'est vraiment je suis pas bien parce que je suis pas bien. Et tu vois, j'étais vraiment dans un mal-être, mais pas possible. Et quand on est redescendu, je pensais qu'à une chose, c'était y retourner. Donc je pense qu'il y a une forme un peu de masochisme. Un petit peu. Un petit peu, beaucoup, je sais pas. Ok, c'est cool. Mais alors, après, là, parce que l'alpinisme, on en parlait, c'est quand même une discipline qui demande beaucoup justement de discipline. Il faut faire attention, faut savoir où on va, etc. Est-ce que tu as été poussé par quelqu'un ou tu as commencé seul la pratique? Est-ce que tu as trouvé un groupe, une asso? Comment ça s'est passé? Déjà, je pense que la montagne, tu vois, à part peut-être la randonnée puis le trail, enfin la moyenne montagne, mais en tout cas la haute montagne,
c'est pas quelque chose qu'on pratique seul en principe. À part quelques extraterrestres, tu vois, Kylian Jornet, François Daen, des gens comme ça. Alors oui, on les prend en exemple, mais faut bien savoir que c'est des exceptions, tu vois. Être en chaussures de trail au sommet du Cervin, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon il y aurait plus d'hélicos qui voleraient. Mais non, écoute, comment j'ai commencé, j'avais mon prof de maths qui faisait du ski alpinisme, puis une fois, tu vois, il m'a emmené sur une compétition, puis ça m'a bien plu. Ouais. Mais le ski alpinisme, tu vois, c'est pas ce que je fais vraiment. Moi, je fais vraiment de la free rando. Le ski alpinisme, c'est vraiment de prendre des skis très 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 légers, monter une piste, vomir en haut et puis redescendre, tu vois. Puis à la fin, peut-être que tu fais un podium, quoi. Tandis que la free rando, c'est plus un aspect vraiment vraiment sauvage, quoi. Ouais. Ouais, du coup, tu peux expliquer un peu comment ça se passe, la course que tu viens d'expliquer. Tu montes sur une piste, genre piste bleue, piste rouge, enfin un truc de station, et ensuite tu redescends, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, mais tu vois, il y a plusieurs formats. Il y a ce qu'on appelle des montées sèches. Une montée sèche, c'est quand tu fais juste la montée et puis t'arrives en haut. T'as des trucs où t'as des formats où c'est tu montes, tu des choses, tu fais une partie à pied, ensuite tu remets les pots, ensuite tu descends, ensuite tu remontes. Tu vois, il y a plein de formats, quoi. Mais en l'occurrence, là où j'ai eu de l'expérience, enfin où j'ai eu des expériences, c'était pendant une montée sèche, quoi. Et c'est ouvert à tout le monde, ça? Parce qu'il faut quand même avoir un certain niveau de sport pour faire ça. Est-ce qu'il laisse ouvert et en mode, si t'arrives pas, tant pis, tu arriveras pas en haut ou... Soit t'as une licence Ah oui, d'accord. du sport en question, et moi en l'occurrence j'avais ma licence de course à pied, elle était pas compatible avec ce qu'ils exigeaient pour le ski alpinisme, donc j'ai dû faire un certificat médical en vitesse. Et non, en principe, en tout cas pour les courses comme ça, je veux dire c'est open, hein, je veux dire c'est comme s'inscrire à n'importe quelle course à pied, tu vois, de ton village ou de ta ville. Ouais. C'est open. Après t'as une barrière horaire à respecter, tu vois, ça c'est surtout pour des questions de sécurité. Donc on se dit, tu vois, si à 23h t'es pas arrivé, tu redescends et puis c'est finitos, quoi. Ok. Mais non, en tout cas les courses que j'ai eu la chance de faire, tu vois, c'était open. Et heureusement, parce que de toute façon j'ai franchement pas un niveau extraordinaire, donc j'aurais pas eu du tout la prétention ni le niveau pour participer à des choses où il y a besoin d'une sélection préalable. Mais parce que, en fait, il faut pas se mentir à soi-même dans ce genre d'expérience. Tu sais que tu peux ou tu peux pas. Physiquement, je veux dire. J'en sais rien. Non, franchement, avant d'avoir testé, tu peux pas savoir parce que c'est un effort en fait qui est tellement particulier. Ouais. En fait, avant d'avoir pratiqué, tu peux pas connaître, quoi. Ouais, ça a l'air fou. Enfin, tu fais tellement de trucs différents que. Est-ce que tout a plus ou moins un lien? Ouais, mais bon. Je veux dire, c'est parce que à part le fait que tout se passe en montagne, il y a aucun lien en termes de pratique. Parce que même le freeride et le ski alpin, c'est déjà deux catégories complètement différentes alors qu'elles se ressemblent. Il y a aucun. Ouais, mais tu restes quand même sur des skis et puis sur de la neige et de la pente. C'est bon, on a trouvé le lien commun, c'est la pente. C'est bon. En gros, tu finis par descendre. La pente, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a toujours un point commun, c'est la vue, je dirais. Ah oui, ça. T'as toujours une ascension, et puis une descente, et puis une vue incroyable. Bon, pas toujours la vue incroyable, parce que des fois, on se fait rattraper par la météo. Mais en principe, on essaye quand même d'avoir des bonnes conditions pour avoir une super vue, puis voir le plus loin possible. Et aujourd'hui, du coup, tu as un groupe avec qui tu fais régulièrement? Parce qu'on te voit en alpinisme, en freeride, tout ça. Est-ce que vous êtes un collectif ou c'est des amis que tu as rencontrés au fur et à mesure de tes courses? C'est surtout des amis, je dirais, tu vois. En fait, il y a beaucoup de gens qui font de la montagne avec le club alpin français, tu vois, le CAF. Moi, c'est pas trop mon approche parce qu'il y a un public, tu vois, qui est assez vieillissant là-dedans. Et puis, je pense qu'il y a aussi c'est très encadré, tu vois. Alors moi, je trouve, alors c'est franchement une super opportunité, hein. Franchement, si vous voulez y aller, foncez, d'aller au CAF. Mais bon, ça coûte un peu de sous. Et puis t'es pas forcément avec des gens que tu connais, donc moi je suis pas forcément à l'aise. Mais après tu vois, t'as des super encadrants pour apprendre la montagne, je pense que c'est littéralement un des meilleurs moyens, quoi. D'accord. Mais moi tu vois, vu que j'ai la chance, la très grande chance d'avoir des copains, et je pratique avec les copains. Okay. Voilà. Donc on va pousser un peu avec l'alpinisme parce que c'est quelque chose que je trouve assez incroyable dans la volonté qu'il faut pour le faire, se lever super tôt, faire une partie de la route en voiture et après continuer à pied. J'imagine vous portez vos skis jusqu'en haut quand on fait du freeride. Bah ouais, hein. il dit ça avec tellement de simplicité. Tu me parles d'alpinisme et puis après t'enchaînes sur le freeride, alors je sais pas quoi répondre. C'est ma faute, je me suis embrouillé moi-même. Oui, non, en fait, ça va, ce que je voulais trouver, c'est comment se passe une journée type quand vous faites un sommet. Je vais revenir sur l'alpinisme, on va rester là pour l'instant.
On verra après si on switch. Sur l'alpinisme, Ouais, comment se passe une journée? Parce que, en fait, vous partez vraiment toute la journée pour avoir juste un moment en haut, en fonction de la... alors très généralement déjà l'alpinisme ça se fait pas sur un jour. C'est 2 plutôt? Très généralement, tu vois, tu peux faire des petites courses, mais je dirais que de manière générale, en tout cas pour mon vécu, c'est plutôt au minimum 2 jours. Donc le premier jour, tu vois, t'es pas obligé de te lever hyper tôt. On va faire ce qu'on appelle la marche d'approche. Donc la marche d'approche, tu vois, tu passes de la vallée à la moyenne montagne, au début de la haute montagne, et puis c'est là que tu vas aller en cabane ou en refuge, et que tu vas essayer de te coucher tôt, sauf que avec l'altitude, avec les gens qui ronflent, etc., un peu déjà la fatigue, tu dors pas forcément bien. Et c'est par contre c'est la deuxième partie où tu vas te lever tôt dans la nuit, voire à la fin de la soirée pour faire ton sommeil quoi. Puis après faut surtout assumer toute la descente qui se fait souvent d'un coup. Ah oui. Et ça c'est ce qui est le plus éreintant finalement. Parce que quand t'es au sommet c'est que la moitié du chemin. Oui évidemment, c'est logique. Il faut pas oublier que je crois que le chiffre c'est 78% des accidents en montagne ils sont 78 à la descente. Ah oui c'est énorme. Ouais. Je crois, hein, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est... Ouais, c'est entre la fatigue, il y a la volonté qui est moins parce que vous avez fait votre défi, entre guillemets, même s'il reste beaucoup à faire. C'est un mélange de... Bah, non seulement t'es fatigué, et puis surtout t'as un peu ce côté en mode on a atteint notre objectif, donc plus besoin d'être vigilant, etc. Alors que finalement le vrai objectif c'est d'arriver en un seul morceau en bas, quoi. Bah du coup, vu que tu dis finir en un seul morceau, est-ce que toi ça t'est arrivé des grandes blessures, des grandes peurs, si t'en as une que tu veux raconter, ou est-ce que tu t'es souvent blessé? Parce que j'ai l'impression que toi t'es invincible chaque fois que je te vois faire des trucs, mais... non, bah actuellement là je suis blessé, tu vois, ça fait 3 mois que je cours pas. C'est pour ça que je me suis mis au skating, d'ailleurs. Effectivement. Voilà. Non, bah écoute, pendant que j'étais au Mont Blanc, il y a mon copain Arnaud à 60 mètres du sommet qui s'est déchiré le ménisque. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Du coup, il y en a qui savent peut-être pas. Le ménisque, c'est un muscle dans la jambe. Et déchirure. Donc, ce qui fait que notre cher ami à 4800 mètres d'altitude ne marchait plus. Et du coup, ce qui fait que j'ai appelé l'hélico. J'aurais jamais pensé faire ça, tu vois, lors de ma première course d'alpinisme. Et l'hélico est arrivé et il a pris notre copain. Et pour l'anecdote qui était marrante, en fait, on avait déposé nos sacs et puis je faisais des signes à l'hélico. Et en fait, l'hélico en atterrissant, il a fait envoler nos sacs et on est vraiment passé à 2 doigts de ne plus jamais revoir nos sacs qui auraient fini quelque part en Italie. Oui, de l'autre côté. Voilà. Donc j'aime bien cette anecdote, elle est rigolote. La vidéo est très rigolote. Ah aussi. Oui. Ça on en revient plus tard, peut-être que tu filmes. Non, et toi personnellement, ça va? Je me suis blessé. Tu sais des coups on s'en prend tout le temps. Après tu vois, avoir quelque chose qui est plus marquant que quelque chose d'autre, je ne sais pas. Je réfléchis. Il y a aucun problème. Bah sur une course d'alpinisme, j'avais des chaussettes qui étates un peu trop fines. Et j'ai mis bien 2 mois à retrouver la sensation de mes orteils. Oula. T'avais passé la nuit à... mes orteils extérieurs. Bah non, c'était sur la moitié de la nuit puis plus le reste de la journée, tu vois, t'as des chaussures qui sont assez lourdes, qui sont pas très forcément hyper c'est pas des chaussons, on va dire. Et couplé au froid, ça fait des merveilles. Et moi, tu vois, ma maman elle a le syndrome de Raynaud. Et moi, je sais que j'ai quelque chose qui est comme ça parce que j'ai les mains et les pieds qui sont tout le temps gelés. Si tu peux préciser encore une fois ce qu'est le syndrome de Raynaud, s'il te plaît. Alors le syndrome de Raynaud, pardon, c'est une mauvaise circulation du sang dans les extrémités. Oui, ça fait double peine du coup si avec le froid. Voilà, donc je fais super gaffe, tu vois, pour mes pieds et puis mes mains parce que j'ai vraiment vite mal. Ok, ouais. Voilà. Alors ça, je pense que c'est le mal qui revient le plus souvent pour moi, c'est vraiment d'avoir les mains gelées puis le sang qui revient et qui me fait un mal de chien, quoi. Ouais, parce que parfois même avec l'équipement, le froid est juste trop fort. Ouais, puis surtout vu le zozo que je suis, qui est obligé de prendre l'appareil photo ou de piloter le drone, tu vois, forcément avec les gros gants ça le fait pas. Feu le drone, ouais. RIP le drone surtout. Les mains elles prennent vraiment cher, quoi. Ouais, j'imagine. Voilà. Puis c'est fou, à quel point même en faisant attention, le danger est n'importe où. Enfin, tu glisses, le froid, tu peux pas forcément te dire. Tu te dis en partant, c'est bon, je suis assez équipé. La météo m'a dit telle température et au final, tu te retrouves surpris. La montagne, c'est comme l'océan, hein, tu vois. On dit souvent, la montagne est pas juste ou injuste, elle est dangereuse. Ouais.
Voilà, je pense que ça résume tout. La montagne est dangereuse et faut en avoir conscience quand tu y vas, tu vois, peu importe le moment, Ouais, il y a c'est ça. toujours un Même risque. les, Et le but du jeu, c'est de le minimiser, quoi. même les extraterrestres, comme tu as dit tout à l'heure, le savent. Hein, c'est quelque chose que tu peux pas passer à côté. Tu peux pas te dire à un moment, ça y est, je maîtrise tout. Je suis trop fort et. Bah non, c'est clair. Surtout que les extraterrestres, il y en a souvent qui vivent moins longtemps que la Oui, norme, tu vois. ils cherchent un peu. Ça, c'est bien une réalité Ouais. qui est là, quoi. Ok. On va peut-être passer au freeride maintenant. Est-ce que tu peux nous faire la même chose? Comment ça se passe? Parce qu'on voit souvent dans les vidéos des trucs Red Bull, etc., des hélicoptères qui emmènent les freeriders au sommet. J'imagine que vu la thune Mhm. que ça demande un hélicoptère, peu de gens le font. Donc comment se passe là, dans ce cas-là, une journée quand vous faites, puisque pas de piste, pas de voiture pour monter jusqu'en haut? Comment ça se passe une journée? Bah, déjà, pour moi, faut définir ce que c'est Mhm. freeride, tu vois. Je sais, finalement, moi, je saurais pas te donner ce que c'est une définition de freeride, parce qu'il y a des gens, ils disent, tu vois, on a fait du hors-piste, alors qu'ils sont juste allés, tu vois, à 3 mètres Oui, des petits bâtons de la oui, ça piste, tu c'est vois. mon hors-piste, Donc ça. ça, pour moi, c'est pas du hors-piste. Surtout que tu vois qu'il y a plein de... Alors, c'est génial, hein, pour faire ses marques et tout, puis, enfin, je veux dire, quand je skie en station, je Ouais, la vais tout le temps poudreuse là, et tu tout. vois. Mais, je pense pas, c'est du bord de piste, tu vois, pour moi, c'est pas du hors-piste à Ouais. proprement parler. Après, tu vois, pour ce que c'est le freeride, je saurais pas te dire finalement. Tu vois, moi je fais de la free rando et finalement, nous on n'a pas. Quand tu fais du ski de rando, t'essayes d'avoir un matos qui est un peu Ouais. léger. Tu vois, donc les skis, les fixations, les chaussures, tu vois, elles sont beaucoup plus légères que pour des gros skis bien fat de Oui, ceux qui ont freeride. les moyens de pouvoir l'emmener, ouais. Ce qui va pas permettre les mêmes possibilités, tu vois. Je peux pas me permettre de faire un énorme saut, tu vois, avec mes skis de rando. Je peux pas me permettre de faire un bac Ouais, avec mes skis de rando, quoi, parce que il y aurait beaucoup trop de risques de casse, j'imagine. quoi. Donc faut définir ce que c'est le freeride. Quelqu'un te dira que je fais du freeride, un autre te dira que je n'en fais pas du tout, Oui. tu vois. Donc peut-être qu'on peut s'accorder sur le terme de hors Mhm. piste. Et dans ce cas, c'était quoi déjà la Comment ça se question? passe du coup, contrairement à l'alpinisme? Est-ce que c'est un peu le même style? Comment ça, vous faites votre journée, vous prenez votre voiture jusqu'au plus haut possible, vous finissez à pied? Comment ça se passe? Ouais, bon, déjà pour faire du hors-piste, t'as pas besoin d'aller en haute montagne, alors que Ah oui, l'alpinisme, ouais. par définition, j'aurais tendance à dire que c'est de la haute montagne. Donc, tu vois, on peut faire du hors-piste, je veux dire, à 1500 mètres d'altitude, ça se fait. Bon, faut qu'il y ait les conditions Oui, d'enneigement, évidemment. certes, mais ça peut Ok. se faire. Faut juste qu'il y ait une pente correcte et puis de la neige correcte, quoi. Comment ça se passe finalement? Y a pas de secret, hein. Enfin, c'est comme des gens qui font de la randonnée, donc tu te gares le plus haut possible pour gagner des mètres, tu fais ta petite montée, ça dure quelques heures, puis en haut tu prends ton sandwich, et puis t'essayes de pas trop traîner en fonction de l'exposition dans laquelle tu vas prendre ta pente. Par exemple, tu vois, si t'es sur une plante qui est plein sud, tu vas essayer de pas trop attendre que le soleil tape dessus, parce que tu vois, après il y a Ouais. le risque avalancheux, la neige te transforme, elle peut être moins agréable à skier, tu vois. Donc finalement, comme il y a pas de règle générale en montagne, tu vois, parce que tout va dépendre de l'altitude, du timing, de l'exposition, tu vois, du versant, de l'inclinaison. Il y a tellement de facteurs que je dirais que c'est impossible de dire ça se passe Ouais, comme ouais, ça, je tu comprends. vois. Il n'y a pas de règle La seule règle, c'est qu'il n'y a générale, pas de quoi. règle. En tout cas, la règle générale, c'est qu'on on se lève assez tôt et puis on va prendre un sandwich à la boulangerie du coin. Ça C'est votre c'est petit le rituel. truc qui est obligatoire ou qui arrive à chaque fois, mais sinon le reste, tout est variable, quoi. Ok, très bien. Bah, du coup, tu parles de toutes ces expériences, tu fais plein de sports, etc. Tu penses que là, alors, le toi d'aujourd'hui, tu feras des sports de montagne toute ta vie? Est-ce que la montagne, ça te gagne à fond et ça y est, c'est fini? Tu t'arrêteras que quand tu auras plus Ah, la force ou... la montagne, c'est comme la Bretagne, ça vous Exactement. gagne, hein, et puis le cheval, c'est trop génial Franchement. aussi. Mais bah écoute, je l'espère parce que finalement, c'est vraiment le milieu dans lequel je Ouais. me sens bien, tu vois. C'est, tu peux avoir plein de problèmes, tu peux passer une sale journée, une sale semaine. Je veux dire, tu vas en montagne, juste le fait d'être là, en fait, ça guérit tous les maux, quoi. Ouais. C'est vraiment Donc ça tu guérit tous ressources les à fond mots MAUX et puis t'as plus de mots MOTS, tu devant vois. la vue de Waouh. bouche bée. Excellent. Et pourquoi Voilà. t'en as pas fait ton métier, une catégorie comme ça? C'est pas forcément moniteur, parce que c'est ce qui revient toujours en tête quand on parle de ça, mais... Bah, je pense que j'en fais un peu mon métier puisque finalement je fais des études d'ingénierie en environnement et puis que j'aimerais travailler dans une réserve en Ouais. montagne, tu vois, et être gestionnaire d'espaces naturels. Parce que je pense que j'ai quand même besoin tu vois, être dehors tout le temps et puis se défoncer les jambes c'est bien, mais je pense que
se casser la tête, se creuser la tête plutôt que se casser la tête, ce sera mieux. Je pense que on en a besoin aussi pour notre équilibre, tu vois. Moi, je me vois pas être une personne qui court 8 heures par jour, 6 jours par semaine, D'accord. tu vois. Je pense que j'aime beaucoup le sport, tu vois, mais j'ai besoin, je pense, dans mon équilibre de varier mes trucs et puis de me réaliser de différentes manières, quoi. Et alors pourquoi j'en ai pas fait mon métier vraiment à proprement parler en termes de, on va dire, d'activité de loisir. Bah écoute, je pense que déjà la nature m'a pas forcément donné les moyens pour ça, c'est-à-dire que tu vois, j'ai beau être assez sportif, etc. J'ai jamais eu, tu vois, je fais 1m70, donc même en course à pied, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, la biologie te rattrape, tu peux pas, y a juste des réalités physiques qui sont que quand t'as des plus grandes jambes, tu fais des plus grands pas, et ça, je veux dire, c'est indéniable. Alors oui, les gens, ils te diront, oui, mais Kylian Jornet, il fait ça, oui, mais Eliud Kipchoge, il mesure tant, oui, mais je veux dire, c'est clairement des exceptions. Pour moi, je pense que ma taille, elle a pas été un avantage. Et puis ensuite, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup emmené en montagne, mais je pense qu'on n'était pas on était vraiment pas en mode compète, tu vois. Et les gens que je connais, tu vois, qui sont moniteurs de ski, qui sont trailers semi-pro ou pro, c'est des gens qui vraiment étaient en mode compète, voilà, dès le plus jeune âge. Alors moi, j'ai commencé la compète assez tôt, tu vois, avec la course à pied, mais c'était vraiment compète, plaisir, tu vois, on se mettait pas de pression particulière. Oui, c'est plus se dépasser soi-même, c'était pas l'objectif absolument de gagner, d'être meilleur que tout le monde, c'était le fait de faire mieux que la fois d'avant. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis je pense surtout que un deuxième argument que je pourrais donner, c'est que je sais pas si quand tu transformes ta pure passion en métier, est-ce qu'elle perd pas un peu de sa saveur, l'éternel débat. Parce que finalement, est-ce qu'on aime la montagne? Bah c'est parce que finalement on y est pas tous les jours. Bon, je fais plusieurs fois par semaine, tu vois, mais on n'y est pas constamment. Et tu vois, est-ce que j'aurais autant de plaisir à emmener ma copine ou des amis, tu vois, à faire une rando le week-end, alors que j'y étais 6 fois, et puis que la rando en question, je l'ai déjà fait 80 fois avec des clients, tu vois. C'est une vraie question que je pense beaucoup de gens se posent. Vivre de sa passion, c'est ce que tout le monde souhaite, mais est-ce que ça en reste une? Je pense que... Voilà, bah, c'est une question, je pense, qui restera une question à tout jamais. Je pense que je vais poser souvent cette question dans ce podcast, en tout cas. Est-ce que les gens veulent absolument... C'est un peu l'objectif, on va entendre des gens qui ont fait tel ou tel choix, quelle impression ils ont dessus. Mais c'est bien, chaque personne le voit d'une manière différente. T'as déjà eu des regrets par rapport à cette pratique, genre passer trop de temps en montagne et délaisser d'autres pans de ta vie, ou à l'inverse, être frustré de ne pas en avoir fait assez, justement tu disais les compétitions, etc. Est-ce qu'il y a une frustration ou un regret qui ressort de toutes tes pérégrinations en montagne? Bah, au niveau du sport, je pense qu'on est tous un peu des camés, tu vois, tout sportif à peu près régulier, c'est quand même quelqu'un qui est un peu accro aux endorphines. Et bon, c'est une bonne drogue, hein. Mais tu vois, il y a vraiment une période un peu dans ma vie où si je pouvais pas m'entraîner, si je devais sauter un entraînement dans la semaine, tu vois, vraiment c'était la fin du monde, quoi. C'était j'allais perdre tout ce que j'avais fait jusque-là, etc. Et ça, tu vois, je pense que ça peut devenir malsain presque. Il faut s'en détacher un maximum, tu vois. Et ouais, bah écoute, il y a des fois où t'as tellement faim, t'as tellement envie d'y aller que finalement que t'attends pas les meilleures conditions. Puis des fois, je pense que tu peux prendre des risques, surtout quand t'es jeune et puis tu vois que t'as pas encore l'expérience adéquate. Et là, tu peux aller alors que c'est pas forcément tous les voyants qui sont au vert. Et faut faire attention, quoi. Et puis est-ce que j'ai déjà eu des regrets? Bah oui, forcément. Tu vois, c'est surtout des regrets, c'est presque de la honte. Tu sais, quand t'arrives en bas puis que tu te dis ah putain, là j'ai pris un risque, tu vois. Ça m'est arrivé, tu vois, une fois de dire bah écoute, on prend ce raccourci et tout, puis tu te retrouves un peu à flanc de falaise et puis tu te dis bah mince, j'ai l'air bête, quoi. Et puis surtout que finalement ces soi-disant raccourcis, ils se transforment en retard de plusieurs quarts d'heure, de plusieurs heures, tu vois. Mais je pense que tu vois, c'est comme pour tout, finalement, faut s'assagir, faut prendre de l'expérience, faut apprendre surtout à relativiser, tu vois. Et ça t'empêche, plus t'as de l'expérience, moins tu fais de bêtises, moins t'as de regrets, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est beau ce que tu dis. Ah, merci. La maturité arrive. Ouais, on verra. On verra. Ok, bah merci en tout cas pour ça. On va passer plus sur un autre pan de ce que tu fais, puisque je pense que la plupart d'entre vous, je parle de personnes qui font du sport à haute altitude surtout, vous partagez beaucoup sous forme de photos, sous forme de films, tout ce que vous faites.
Comment ça t'est venu? Parce que quand moi je suis ton Insta depuis un petit moment déjà, je vois que ça fait très longtemps que tu postes, etc. Maintenant, c'est d'autant plus pro qu'avant. Il y a eu un sacré step-up dans tes publications. Merci. Comment t'es arrivé à cette envie? Est-ce que tu te dis, c'est naturel, il faut que je montre aux gens ce que je fais? Ou est-ce que c'est juste pour ton plaisir personnel de te rappeler tout ce que t'as fait? Alors, je vais commencer par le début de Ouais. l'histoire. En fait, moi, j'ai toujours adoré les images. Vraiment, tu vois, quand j'étais petit, je collectionnais des cartes Pokémon. À l'école primaire, on recevait des petites images, tu sais, avec des petits animaux quand on avait été Ouais. sage la semaine. Et vraiment, mais j'adorais ça. Et vraiment, pour moi, le pictural, c'est quelque chose de génial. Et dès que, en fait, la première fois que j'ai eu un appareil qui permettait de prendre des photos, bah, j'en ai pris, quoi. Et je crois que j'avais 11 ans, je m'étais acheté un iPod Touch Allez! 4ème génération à l'époque, en 2011, je crois. Parce qu'il faut savoir que quand même, l'air de rien, il y a encore 10 ans, on n'avait pas tous de quoi faire des photos. Hein. C'est Et clair. ceux qui avaient de quoi faire des photos, c'était pas forcément de la grande qualité. Ah quoi. oui, Je veux non, dire, ça. Le Lumix compact 5 mégapixels Oh, de c'est fou. familial, tu vois, moi je C'est m'en fou. souviens bien, hein, tu vois, avec le zoom numérique dessus, Aïe, aïe, aïe. bien dégueu. Mais oui, écoute, franchement, j'ai toujours fait des images, quoi. Bah forcément, je crois que c'était mon deuxième réseau social sur lequel je suis allé, c'était Instagram, quoi. J'étais encore tout minot. Et puis, bah écoute, on a commencé à poster, quoi. Après, oui, bah forcément, on se met à poster. Moi, je suis très content, tu vois, de partager ça aux gens parce que justement, bah ça fait un sujet de conversation. Ça fait entre autres pourquoi est-ce qu'on est là à parler tous les deux ce soir. N'est-ce pas? C'est une manière de partager une passion, tu vois. Et je pense vraiment que en tant qu'écolo, tu vois, c'est quand même mon domaine d'étude. Je pense que pour que les gens se soucient de la nature, se soucient, tu vois, de la fonte des glaciers, il faut qu'ils les aiment, tu vois. Ouais. Tu peux pas te dire, ça peut pas être parlant quand on te dit, oh mon dieu, la mer de glace, elle a perdu 10 mètres en 2 ans, quand tu sais pas à quoi ça ressemble. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois, je veux dire, tu me dis, le singe du Botswana, il va disparaître, bah écoute, je sais pas à quoi ça ressemble, donc franchement, Ouais. ça ne me touche pas, quoi. Et je pense que les gens les toucher dans leur émotionnel, je pense que c'est vraiment un bon début, tu vois, pour de sensibilisation. Après, forcément, je le fais pas que pour ça. Je veux dire, c'est un plaisir personnel, tu vois, pour moi d'avoir mes photos joliment alignées, tu vois. Mm. Et puis, faut essayer de se détacher un maximum des likes. Hein. Souvent, on parle, tu vois, on parle de l'ego. Ouais. Il y a énormément d'ego sur les réseaux, oui. sur les réseaux. Et d'ailleurs, je pense que c'est même la définition de ce que c'est les réseaux sociaux sur Internet, c'est de l'ego. Et mais je veux dire, tu vois, quand mes photos elles font 200 likes maximum, tu vois, alors que je veux dire, ça fait quoi, ça fait 8 ans, 9 ans que j'y suis. Ouais. Bah écoute, voilà, je pense pas avoir trop de prétention de vouloir d'avoir les ambitions de devenir une star, quoi. C'est pas Oui. l'objectif. Mais après, le danger des réseaux sociaux, c'est quand même, tu vois, en tout cas pour les milieux naturels, c'est vraiment la géolocalisation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, t'as vraiment des phénomènes où les gens ils géolocalisent leurs photos, puis il suffit, tu vois, que l'algorithme te joue des tours et ça y est, il y a 10 000 personnes qui ont vu ta photo, puis tout le monde va aller vouloir aller sur le même spot et puis faire la photo, puis ce qui ruine totalement non seulement l'expérience Et le lieu aussi. des gens, mais aussi le milieu naturel, tu vois. Ouais. Donc moi, c'est pour ça que maintenant j'ai pris la décision, je géolocalise uniquement au niveau du département, tu vois. Et quand les gens me disent c'est où, bah je dis ah bah devine. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que, enfin, en tout cas là c'est plus la vie personnelle. Je pense que c'est un très bon choix. Il y a trop d'endroits, même de réserves naturelles qui se sont plaints à cause des réseaux. On voit plein de photos Ouais. et puis il y a Ouais. il y a l'arrière de la photo quand tu dézoomes. En fait, ils sont 100 à faire la queue. Ouais, c'est nul. Ceux qui respectent rien, qui jettent leurs déchets, ça change tout. C'est La nature, clair. en fait, je pense que là, c'est aussi un énorme avantage du fait que vous montrez ça, c'est qu'on peut le voir sans le dénaturer. Parce que vous y êtes allé, on peut se dire waouh, c'est trop beau et tout, et ne pas y aller juste pour des likes, quoi, juste profiter du fait que ça soit magnifique. Ouais, bah ouais, c'est clair. Puis surtout le danger, tu vois, avec cette géolocalisation, c'est que ça attire souvent un public de gens qui sont pas nécessairement initiés. Ouais. Alors ça veut pas du tout dire que les non-initiés n'ont pas du tout le droit à la montagne, hein, je dis pas absolument pas ça. Mais tu vois, quand t'es sur un sentier un peu abrupt et tout, puis que tu vois des gens en Air Max ou en Stan Smith, ouais, voilà. tu vois, bah ça fait un peu râler, quoi, parce que forcément, je veux dire, ça devient un danger pour eux-mêmes et pour les autres, quoi. Voilà. Alors que ces personnes-là, si elles avaient pas eu la géolocalisation, tu vois, elles n'auraient pas forcément eu l'idée de monter sur ce chemin escarpé dont il est question ici, quoi. Ça tombe bien que tu dises ça parce qu'on va bientôt passer à tous tes conseils de pro pour non, je sais que j'exagère un petit peu, mais Je suis pas du tout un pro, hein. est-ce que justement avec les réseaux et tout, comme plein de gens voient ce que tu fais, qu'est-ce que les gens disent de ta passion, justement, de tes passions, du coup,
par la montagne? Est-ce que c'est plutôt toujours de l'émerveillement, ils se sont dit ouais, c'est incroyable ce que tu fais, t'es trop fort, etc. Ou il y a un peu de réserve parfois avec le danger, en tout cas pour ceux qui connaissent pas le danger de l'alpinisme, etc. Alors écoute, franchement, je sais pas trop. Parce que je t'avoue que les gens finalement qui connaissent pas vraiment la montagne et puis qui me suivent sur les réseaux, bah souvent il y en a plein qui me suivent depuis longtemps, tu vois, Oui. mais comme tu postes assez régulièrement, etc., bah finalement les gens ils commentent pas, tu vois. Tu vas pas commenter 17 commentaires par mois à ton pote, tu vois. Donc finalement c'est un peu dur de savoir l'avis des gens qui sont un peu extérieurs à ce milieu-là, parce que finalement mes copains de la vraie vie, on va dire, bah ils sont un peu, la plupart en tout cas, ils sont un peu du milieu, quoi. Ouais. Tu vois. Donc ils connaissent, ils connaissent les risques, ils connaissent l'engagement que ça nécessite et ce genre de choses, quoi. Ok. Avant, histoire que tu nous fasses un peu rêver en plus, t'as beaucoup de photos que j'ai vues où tu prends des animaux, la faune aussi, en photo. Ouais. Est-ce que t'as une anecdote de fou là-dessus? J'avoue trop, parce qu'en fait, on voit tes photos, elles sont trop belles, mais est-ce que t'as une rencontre qui t'a... Là, je te dis ça, quelque chose qui t'a marqué. Attends, bah je réfléchis parce que souvent avec les animaux, il y a toujours des trucs incroyables qui se passent. Ouais, tu peux en donner plusieurs hein, si t'arrives pas à faire un choix, y a pas de souci. Attends, excuse-moi, donne-moi 2 secondes pour réfléchir. Aucun problème. On va commencer de manière chronologique. Quand j'étais petit, avec mes parents et puis des amis, on a vu un des premiers loups Ah oui. qui a été observé je crois que c'était dans le Jura suisse. À l'état sauvage. Et oui, forcément à l'état sauvage. Et donc c'est une anecdote assez folle parce que finalement, tu vois, même s'il était très loin, bah ça reste quand même un animal qui est extrêmement emblématique. Ouais. Et aujourd'hui, je veux dire, alors aujourd'hui en Haute-Savoie, en Savoie, je veux dire, le loup c'est toujours quelque chose de rare, tu vois, mais je veux dire, on sait qu'il est là, tu vois. Mais alors à l'époque, le loup c'était encore très cantonné à l'Italie. Et donc c'était vraiment un truc de fou de les voir. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre qui était assez incroyable? Ah oui, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote géniale. Ça y est. Génial. Alors, on était en ski de Ouais. rando, donc on était au sommet. Et au sommet, après avoir bu ma petite bouteille d'eau et mangé mon petit sandwich, me vint l'idée de faire pipi. Ça arrive. Tu vois, parce que ça peut arriver, tu vois, quand tu bois, que tu fais du sport, tu peux avoir envie d'évacuer un peu. Et je me mets donc face à la falaise, et je fais mon petit pipi dans le vide, et, et là, il y a un gypaète barbu qui apparaît d'un coup, parce que tu vois, ils prennent les thermiques, et puis ils s'élèvent comme ça Oui. de plusieurs mètres en très peu de temps. Ah, c'est un oiseau du coup. Oui, alors le gypaète barbu, pour la petite précision, c'est le plus gros oiseau qu'on a dans les Alpes et puis en France. Donc c'est un rapace un peu qui est de type vautour et qui fait jusqu'à 2,50 m d'envergure. Donc c'est assez impressionnant à voir. Et en fait, j'étais en train de faire pipi et je vois ce gypaète qui est donc face à moi, et il était à 2 mètres. Hein. Et vraiment le gypaète, c'est très très rare. Hein. Il y en a 200 en tout actuellement dans l'arc alpin. Ah oui. C'est-à-dire de Nice jusqu'à la Slovénie, il y a 200 gypaètes, tu vois. Incroyable. Donc, c'est pas full. Et donc voilà, il apparaît face à moi, et alors moi, je suis complètement bouche bée, et je dis à mes collègues, j'essaye de leur exprimer, et en fait j'arrive pas à parler tellement j'étais surpris, et j'essaye de prendre une photo, et sauf que, tu vois, dans la précipitation, bah, j'avais pas eu le temps de tout ranger, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais au sommet à peut-être 2600 mètres d'altitude, avec quelque peu vulnérable face à la nature, un téléphone à la main, n'arrivant pas à trouver ses mots, et un gypaète de 2,50 m face à moi. Voilà. Donc ça c'est une sacrée anecdote. Tu et m'étonnes. Incroyable. Si j'avais pu enregistrer ce moment sur vidéo, je l'aurais fait, t'inquiète pas. Ouais, ça je veux bien te croire. C'est trop bien. Ok, donc on va passer à la dernière partie, avant la conclusion du podcast. L'objectif aussi, c'est que des personnes puissent découvrir également ce que tu fais. Est-ce que tu as des conseils? Alors, tu peux prendre les sports que tu veux dans l'ordre que tu veux. Je sais que, moi, en tant qu'amateur de randonnée, l'internet est rempli d'endroits où dire faites cette randonnée dans quel sens tout va bien. Plus pour le trail, la randonnée haute altitude ou l'alpinisme. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui veulent commencer? Est-ce qu'il vaut mieux un guide, un groupe? Est-ce qu'on peut tenter avec un peu de connaissances? Bon, je vais commencer par le trail. Ouais. Le trail, déjà, la base, c'est d'avoir une bonne condition physique. Tu vois, en termes de sécurité, je veux dire, je sais pas si on a trop de conseils à donner, parce que du trail, tu peux très bien en faire sur une arête abrupte, comme tu peux en faire dans la forêt à côté de chez toi, tu vois, ça reste du trail. Donc ça reste un champ de possibilités qui est extrêmement large, donc c'est un peu dur de donner une règle précise pour quelque chose de si large. Simplement, faites des petits pas dans les descentes pour économiser vos genoux. Et puis buvez bien pour éviter la crampe, et puis surtout faut se préparer, quoi.
Ouais. Mais sinon, je veux dire, non, j'ai pas spécialement, j'ai pas la prétention, tu vois, d'être un coach sportif. J'ai pas ce genre de formation, tu vois. Moi, je sais ce qui marche pour moi. Évidemment. Mais tu vois, je n'ai pas la prétention de dire pour toi, tu dois faire comme ça, tu vois. Après, pour ce qui est de la randonnée, bah la randonnée, je veux dire, ce qui est important, c'est de bien s'équiper, tu vois. C'est d'avoir des bonnes chaussures, d'avoir un bon sac à dos, d'avoir assez de flotte, d'avoir un fond de sac conséquent, tu vois, d'avoir Ouais. la petite polaire, etc. En tout cas pour en été au minimum, et d'avoir de la bouffe aussi. Enfin, je veux dire, t'as trop de situations qui arrivent de manière merdique simplement parce que le mec il a oublié de prendre son sneakers, tu vois, Oui. puis il fait une hypoglycémie au col et puis voilà, il est pas bien. Alors que c'est des situations qui sont tellement facilement évitables. Donc voilà, partir bien préparé, connaître son itinéraire, mais je veux dire c'est un peu des, j'enfonce des portes ouvertes, hein. Mais bon, écoute, tu m'as posé la question donc je le fais quand même. Non, mais comme tu viens de le dire, il y a des gens qui sont capables de l'oublier et d'avoir un problème en haut, tu vois. Donc, Ouais, voilà, ouais. pas oublier que peut-être des personnes veulent se lancer pour la première fois. Bon, bien connaître son itinéraire et puis surtout connaître ses capacités, tu vois, parce que t'as des randos, je veux dire, quand tu tapes les 2000 mètres de dénivelé alors que t'es pas préparé Ouais. physiquement, puis que t'assumes pas, je veux dire, puis que t'es épuisé, je veux dire, ça peut être très vite un danger, tu vois, la nuit elle tombe, t'as pas de frontal, t'es frigorifié, je veux dire, la montagne, comme je disais tout à l'heure, elle est dangereuse et ça, à tous les aspects, tu vois, quelle que soit ta pratique, quand Ouais. t'es en montagne, y a un risque, il faut toujours le traiter. Maintenant, on va passer aux parties un peu plus haute en altitude, donc tu voulais me parler de l'alpinisme. Ouais. Alors oui, il faut commencer avec un guide, tu vois, ou à minima un copain à toi qui connaît très 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 bien. Mais généralement, quand t'es pas du coin, t'as pas de copains qui connaissent très 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 bien. Effectivement. Voilà, donc ça se traduit très très souvent par la prise d'un guide. Et alors là, t'écoutes ce qu'il te dit, quoi. Une fois que t'as un peu d'expérience, tu peux commencer à partir avec des copains, mais toujours faut être super humble, hein. Tu vois, moi tu m'as posé plein de questions sur l'alpinisme, alors que finalement moi je suis encore assez Ouais. à un niveau assez intermédiaire, tu vois, j'ai pas du tout la prétention de donner des conseils à qui que ce soit, ou alors si ce n'est à des non-initiés. Et quand tu commences à avoir un petit niveau, que tu sais, tu vois, sortir d'une crevasse, faire un mouflage c'est faire un sauvetage, tu vois, Ok, ouais. avec un système de poulie puis d'ancrage dans la glace pour sortir quelqu'un d'une crevasse. Quand tu sais assurer, etc., tu peux commencer à te débrouiller tout seul. Je pense que c'est à ce niveau-là que j'en suis maintenant. Oui. Mais il y a une règle, tu vois, que je dirais, c'est faut jamais faire confiance aux gens. Tu vois, il y a toujours une possibilité que ton copain il ait mal fait son nœud, il y a toujours une possibilité que Oui. il soit pas bien mais ils le disent pas, tu vois. Donc faut toujours être sur ses gardes, observer ses collègues, vérifier ses collègues, ne pas prendre, tu vois, c'est pas parce que ton pote il a une plus grande expérience que sa décision sera forcément la bonne, Ouais. tu vois, donc faut pas du tout comment dire chercher la paix sociale, tu vois, en disant ah tu penses que c'est ça mais moi je suis pas trop d'accord, Ouais. donc bon fais comme t'as dit parce que écoute je veux pas d'emmerde et puis c'est sûrement mieux comme tu penses. Non, faut vraiment se méfier de tout et de tout le monde Ouais. et discuter, dire quand ça va pas, tu vois, faut pas du tout avoir peur de s'exprimer. On le fait souvent pas assez, tu vois. Je pense que ça c'est vraiment un danger en montagne, tu vois, tu t'es avec un groupe, toi tu te sens pas bien, tu le sens pas, t'as une mauvaise impression, et puis tu vas te taire parce que Ouais. tu vas dire oh là là, j'ai pas envie de gâcher la sortie, j'ai pas envie qu'il renonce à cause de moi, mais en fait faut le faire, quoi, c'est une question de sécurité, et puis je pense que c'est pas négociable. Ouais, donc bien se remettre en question, mettre en question les autres, Toujours. et inversement le font pour toi. Donc quand tout le groupe le fait, normalement ça se passe bien, quoi. Et voilà, il y a une surveillance mutuelle qui se met en place, et c'est ce qu'on peut faire de mieux, je pense. Titre indicatif, parce que même moi je me pose la question, c'est à partir de combien un guide pour faire 2 jours d'alpinisme par exemple T'en as aucune idée, c'est ça? C'est possible, hein, Ça coûte combien un taxi? Ça dépend de la distance, et là c'est pareil, c'est ça. Waouh! Bah voilà. Ouais. Bah écoute, ça dépend la distance, ça dépend la localisation, ça dépend l'engagement, Ok, ouais. ça dépend combien il y a de personnes dans ton groupe. Ok. Je veux dire, ça veut rien dire, quoi. Tu peux avoir des courses d'initiation, on va dire à 300 €, puis tu peux avoir des itinéraires sur plusieurs jours Ah oui. qui montent à plusieurs milliers d'euros, tu vois. Ça veut rien dire. En tout cas, l'alpinisme et la montagne en général, je dirais que c'est quelque chose qui demande des investissements. Ouais. En termes non seulement en temporalité parce que ça se fait pas en 3 heures, quoi, et aussi en termes d'équipement. Mais après, tu vois, une fois que t'as ton équipement, si t'as eu l'intelligence d'acheter du bon matos et d'investir Mhm. sur la durée, en principe, tu vois, c'est une fois que t'as ton matos, tu le renouvelles petit à petit, tu vois, quand il y a besoin, mais t'as plus ce pool d'équipements à acheter d'un coup qui fait franchement mal. Ouais, j'imagine. Voilà. Mais après, tu vois, c'est comme je dis toujours, je veux dire, l'argent on le met où on veut, tu vois, souvent les gens de la montagne sont vus comme des gros richoux, etc. Bah je veux dire, ils roulent pas en Audi A3, quoi. Oui, ils font des choix. La vie est faite de choix, et voilà, faut mettre l'argent là où tu veux, quoi. Mais c'est clair que ça reste cher, de manière générale, tu vois, c'est pas... Oui, surtout qu'en plus, il faut être sûr la plupart du temps d'en refaire, parce que c'est un matériel, t'as pas envie de faire un petit one-shot, parce que
Bah après c'est pour ça qu'il faut louer, tu vois, les skis. Déjà quand t'es gamin, tu les loues parce que tu prends une taille par an, voire deux, tu vois, Ouais, ça clairement. c'est obligé. Moi j'ai jamais compris quand j'étais enfant mes petits camarades qui avaient des skis à eux, quoi. Parce que C'est je me disais, ça. mais tes parents roulent sur l'or, tes parents t'emmènent à l'école en hélicoptère, ce n'est pas possible autrement. L'année prochaine, tu pourras plus les mettre. Bizarre, le monsieur. Voilà, non, c'est clair, ça a aucun intérêt. Mais je veux dire, oui, la location, c'est un business de montagne qui est très important. Et je veux dire, faut pas du tout hésiter quand t'es pas sûr de l'investissement que Ouais. tu vas mettre dans la passion, de louer, quoi. Eh ben, très bien. Avant de conclure, est-ce que toi, t'as des... Là, on peut aider pour ceux qui veulent en apprendre plus ou avoir plein d'images, en prendre plein les yeux. Est-ce qu'à part ton compte, qu'on partagera un peu plus tard, tu as des influenceurs, entre guillemets, influenceurs montagne à suivre pour voir tout ce qui font des dingueries, ne serait-ce qu'en termes de graphique, de sport ou de découverte Alors bah, je vais te donner le premier nom qui me vient à l'esprit en termes de bon chauvin savoyard que je suis. Pour moi, c'est Seb Montaz. Je sais pas si tu le connais. de nom, oui. Seb Montaz Studio, je veux dire, il a un niveau sportif qui est absolument incroyable, une technicité qui est incroyable, parce que tu vois, il filme des skieurs ou des mecs qui font du trail, etc. Qui fait la même tu vois, chose. les images sont incroyables, mais faut pas oublier que lui, il est à côté, à la même vitesse, en train de, mais sauf que lui, il a une caméra dans les mains, tu vois, et il est vraiment exceptionnel, et ses images sont juste à couper le souffle, quoi. Oui. Bah forcément, c'est son métier, donc il est bon là-dedans, quoi. Ouais. Sinon, Kylian Jornet fait des très belles photos. Il en parlait dans un de ses articles, c'est une passion qu'il a lui aussi, il fait des très très belles photos, alors que c'est pas son métier de base. Mais il a quand même une sacrée responsabilité d'influenceur, donc je pense que le support visuel pour lui Primordial. c'est quand même d'un grande aide, d'une grande aide, ou d'un grand aide, comment on dit? Non, Je tu es une sais grande pas. aide, je pense. Une aide. Voilà, je commence à fatiguer. Voilà. Sinon, il y en a plein, Ouais. tu sais, tu mets les bons hashtags sur les réseaux, tu les trouves, hein, franchement. Mais déjà, ces deux noms, c'est pour trouver en tout cas les plus pros après. Ouais, c'est clair. S'ils veulent en voir plus, les gens pourront chercher. Et toi, des projets bientôt là Bah non, du coup, t'es blessé, tu m'as dit. Donc, quand c'est que tu. Alors, j'ai de la chance dans mon malheur parce que je suis blessé, mais en fait, je ne peux. Ma blessure, donc au pied, fait que j'ai une douleur uniquement à l'impulsion du pied et pas à la réception. C'est extrêmement précis. Et à l'impulsion vraiment en mode petit sautillement, tu vois, et le Oui, petit quand tu sautillement cours, c'est quelque chose que tu fais constamment en course à pied. Mais tu vois, en ski de rando où le mouvement est finalement Ouais. pas brutal, ou même pour la descente en ski, tu vois, ou même pour le skating, j'ai pas ce problème, heureusement. Donc prochainement, alors là j'ai un projet que j'ai depuis cet été là, ce serait de faire la traversée d'un massif en ski de rando, en autonomie, sur plusieurs jours. Ok. Bébé. Donc tu vois, j'ai déjà la... Tout seul non, jamais tout seul, jamais tout seul. Non, d'accord, je me disais. Non, T'es en autonomie. quand je dis en il est autonomie, autonome. ça veut dire que tu vas pas dans une cabane avec des Ouais. gens qui te donnent à bouffer, tu D'accord. te fais pas ravitailler, c'est ton duo ou ton trio face au reste, quoi. Et en fait, donc j'aimerais faire ça très très prochainement, simplement j'ai pas encore le sac de couchage adéquat. Ouais. J'ai la tente 4 saisons, j'ai le matelas, je pense que j'ai les connaissances qui sont assez bonnes, tu vois. Mhm. Mais pour l'instant, il manque juste le sac de couchage, et ça, c'est vraiment le truc sur lequel je veux pas économiser des sous, parce que c'est quand même important Ouais, tu m'étonnes. de se réveiller la nuit, quoi. Enfin, de ta nuit. Parce que là, c'est plusieurs centaines d'euros hein, Ah oui, en oui, dessous de ouais, zéro. facile, ouais. facile. Est-ce que en haut du massif, il fait combien la nuit Est-ce que ça descend vite les températures, non Bah écoute, dernièrement, à Chamonix, tu vois, juste à Chamonix, donc Ouais. en vallée, il faisait je crois qu'il faisait moins 14 la nuit. Oh là là. Ouais. Tu vois, Mets de l'argent dans ce sac de couchage. ouais, on est d'accord, tu vois, c'est une bonne raison. Je veux dire, bon, déjà en été, tu vois, pour te dire, en été, en début septembre, quasiment tous les bivouacs que j'ai fait, tu vois, où on était à la Belle Étoile, tu Ouais. te réveilles, t'as du givre sur ton sac de couchage, quoi. Ouais, c'est fou. Et on est encore en été, tu Oui. vois, je veux dire, la nuit, ça descend en dessous de zéro, puis la journée, t'es en short, tu vois. Alors, la journée, quand t'es en collant combi de ski, Ouais. t'imagines Ouais, la en nuit, plus, quoi. ouais. Donc ouais, j'ai pas une réponse générale à donner parce que encore une fois, la montagne Oui, c'est bien plein sûr. de microclimats, c'est plein de versants différents, etc. Mais écoute, on est toujours dans le négatif, mais bien, on va dire, bien dans le négatif, quoi. Mais en restant positif, évidemment. Toujours positif dans le négatif, c'est l'essentiel. Exactement. Très bien. Bah écoute, parfait. Et du coup, ton Insta pour les gens qui veulent te découvrir, je le mettrai dans la description, mais... Alors mon Instagram c'est emile.aux, emile.augs. Bah voilà, Et abonnez-vous. la montagne, plein de trucs. Très bien. Voilà. Et bah écoute, merci beaucoup à toi d'avoir fait cet épisode avec moi.
Merci à toi. Et je te dis à la prochaine et merci encore. À bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie 1000 fois de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous invite à me contacter pour me faire un retour ou pour proposer un nouvel invité sur l'Instagram du podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche soir pour l'émission Twitch avec l'invité de ce podcast et lundi dans 2 semaines pour le prochain épisode où nous parlerons du burlesque. Et n'oubliez pas, il n'y a rien de plus passionnant qu'une personne passionnée.